Je m'appelle Françoise Gaille. Je suis conseillère scientifique à la direction du CNRS. J'ai été, au cours de ma carrière, une spécialiste des écosystèmes profonds et de l'adaptation au milieu extrême. Et puis, depuis quelques années, avec la COP 21, j'ai créé avec d'autres la plateforme Océan Climat, dont je suis aujourd'hui vice-présidente pour la science. Bienvenue dans Convergence. Pour commencer par des questions simples mais qui permettent de remettre les idées en place, assez succinctement, qu'est-ce qu'on entend par réchauffement climatique ? On entend le fait que si on regarde simplement la température de l'atmosphère, on trouve que par rapport à l'histoire de cette température, au cours de la vie de la Terre, elle a augmenté. Et en fait, cette augmentation est due à ce qu'on appelle l'effet de serre, les conséquences des gaz à effet de serre, qui tiennent au fait que l'espèce humaine a émis dans l'atmosphère des gaz qui n'existaient pas auparavant, et que ces gaz ont formé une sorte de couvercle autour de la Terre, empêchant l'atmosphère de respirer avec le reste de l'univers et entraînant une augmentation de la température. Et donc cette augmentation de température dans l'atmosphère a des incidences sur tous les aspects du système Terre, en particulier sur l'océan. Il y a un phénomène qui a déjà été assez médiatisé dans le passé, qui est l'élévation du niveau de la mer. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces causes ? Oui, alors en fait, c'est assez facile à comprendre. Si la température dont je vous ai parlé tout à l'heure augmente dans l'atmosphère, elle va réchauffer l'eau de l'océan. L'océan va avoir une température plus élevée, d'une part, et de ce fait, l'eau se dilatant, le volume de l'océan va s'accroître. Et ce volume va s'accroître aussi par une autre cause, c'est la température va faire fondre les glaces, et ces glaces fondantes vont entraîner aussi un accroissement du volume de l'océan. Et ces deux causes-là vont entraîner une élévation du niveau de la mer. Quelles sont les prévisions du GIEC par rapport à l'élévation du niveau de la mer ? Alors elles ont varié au cours de l'histoire, puisque par exemple dans les années 2006-2007, l'élévation de la mer atteignait 60 cm à la fin du siècle, en 2100. Et puis après, en 2012, on atteignait 80 cm. Et en 2016, c'était un peu plus, et maintenant, on sait au moins plus d'1 mètre. Donc, si vous voulez, on arrive à préciser aujourd'hui que c'est une vraie chose à prendre en compte, parce que les conséquences de cette élévation du niveau de la mer pour les populations côtières vont être désastreuses. La deuxième chose qui apparaît claire aujourd'hui, c'est que la vitesse d'élévation de ce niveau de la mer est plus importante que ce qu'on pensait auparavant. Donc c'est vraiment un problème inquiétant et très contemporain. Il faut absolument le prendre en compte. On n'a pas le temps de ne pas le prendre en compte, c'est pour ça qu'on parle d'adaptation et pas seulement d'atténuation. Il faut qu'on prenne en compte cette question-là tout de suite. Justement, en parlant d'adaptation, je voulais vous demander quelles sont les réponses possibles face à une montée de ces eaux. Alors il n'y en a pas qu'une, parce que d'abord, la montée des eaux va être diverse en fonction de la situation géographique. Si on est une île comme les petits États insulaires, par exemple dans le Pacifique, et qu'on est une île plate, il n'y a pas tellement de solution. Il faut soit partir ailleurs, ou alors faire des digues, mais ça va pas très très bien marcher. Mais en tout cas, c'est un vrai problème existentiel. Les Maldives peuvent très bien être rayées de la carte avec cette élévation des niveaux de la mer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir disparition des États. Par contre, si vous êtes sur une île volcanique, donc ça veut dire très pointue, à ce moment-là, vous pouvez monter en hauteur. Il y a des îles dans le Pacifique, en Polynésie par exemple, qui sont du côté ouest du Pacifique, où il peut y avoir un retranchement sur les hauteurs. Mais néanmoins,
entre les deux, les zones tempérées, par exemple, comme ne serait-ce que le littoral aquitain, doit prendre en compte la question parce que il faudra reculer. Il faudra reculer. Il faudra que les populations se replient sur les terres. Et comment est-ce que les scientifiques arrivent à savoir quelle méthode d'adaptation est la meilleure? Je pense notamment au concept dont vous aviez parlé dans le séminaire, qui est la climate velocity. Ah oui, alors ça c'est extrêmement intéressant. Enfin bon, moi je suis très très branchée sur ce... J'avais trouvé ça aussi extrêmement intéressant. Bon, mais vous savez, il y a peu de gens comme vous parce que tout le monde me dit, mais bon, on comprend pas pourquoi je suis si intéressée par cette histoire. Parce que tout simplement, c'est un métaniveau de compréhension des phénomènes qui permet d'anticiper dans le temps ce qui peut se passer. Enfin, en mathématiques, c'est la dérivée seconde, quoi. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de cartographier dans l'espace les choses et de les voir, la dynamique de ces évolutions dans le temps. Donc cette vélocité climatique permet, enfin si on y arrive, parce que c'est vachement dur à représenter, il faut avoir des données suffisantes pour le faire, mais en tout cas permet de définir des trajectoires d'évolution en tout point d'une région. Et donc, pour moi, c'est comme ça qu'il faut essayer de prédire là où il va falloir se retirer, là où il va falloir faire une digue, là où il va falloir faire autre chose. Voilà, donc je pense que c'est un type d'approche et de modélisation qu'il faut avoir. Ce concept est issu de l'écologie et pas des sciences du climat. Parce que pour un biologiste, ça paraît évident que si on a, mettons, dans la mer, une huître, par exemple, ou une moule, tout le monde connaît ça, votre moule, elle est fixée en un endroit, et puis elle va émettre des ovocytes dans l'eau qui vont aller dans un autre endroit. Et donc, c'est pas parce que vous les avez dans un endroit que le rayonnement de l'espèce n'est pas beaucoup plus large que celle de ses adultes. Et ça veut dire ça que par rapport à l'habitat qui va être concerné pour une espèce, il va falloir tenir compte de cette connaissance pour en inférer les variations du milieu. Par exemple, pour les moules ou si on parle de l'acidification, c'est vrai que l'acidification en tant que telle, une variation de pH, mettons, assez importante, peut dissoudre les coquilles d'huîtres, mettons, ou de moules, etc. Mais la coquille d'huître est suffisamment costaud pour que ça n'atteigne pas d'abord le corps de la bestiole et que ça n'altère pas le comportement de l'individu. Alors que les larves qui vont être émises et qui vont être dans l'eau, elles n'ont pas encore leur coquille et vont avoir des pathologies. Vous aviez parlé aussi de vagues de chaleur. Je me demandais si vous pourriez un petit peu expliquer ce que c'était. Oui, c'est extrêmement intéressant aussi. Ça, c'est nouveau pour le GIEC. Ça, c'est vraiment les climatologues qui l'ont trouvé. On parlait des vagues de chaleur dans l'atmosphère, c'est-à-dire que on avait des étés indiens, mettons. On savait ce que ça voulait dire, une température élevée qui pouvait durer un certain temps dans des périodes qui n'étaient pas attendues. On l'avait jamais observé dans la mer parce qu'on l'a jamais cherché. Ouais. Et puis en fait, avec l'accroissement des capteurs, des bouées, des suivis, disons, de l'état de l'océan, on s'est aperçu qu'il y avait comme ça des phénomènes. Ça peut être les zones anoxiques, qui sont des zones mortes, qu'on dit, pour l'oxygène, et ça peut être aussi donc des zones dont la température est anormalement élevée par rapport à la normale et s'étend sur un espace qui est assez précis dans le référent, enfin dans l'habitat. Et c'est c'est ça qu'on appelle des vagues de chaleur, parce que c'est des phénomènes qui sont dus au changement climatique et qui ont tendance à s'accroître aujourd'hui, en tout cas qu'on trouve de façon très récurrente dans certains endroits, dont le nombre augmente dans tout l'océan.
D'accord. Il y a vraiment aucun rapport de vague de chaleur avant la révolution industrielle? Il y en a peut-être eu, si vous voulez, mais alors à ce moment-là, c'était dû à autre Ouais. chose, puisqu'il y a eu des moments où il y avait quand même le climat varié, etc. Mm. Mais c'était sur des temporalités certainement qui n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Avec ces vagues de chaleur, c'est leur nombre, leur fréquence qui devient préoccupant. Qu'est-ce que l'acidification des océans? Alors, c'est le fait que l'océan absorbe de l'énergie thermique, enfin de la chaleur, donc c'est pour ça que sa température augmente. Et puis, la deuxième chose qui va avec le changement climatique, c'est que l'océan absorbe du CO2. Donc, ce gaz carbonique qu'elle absorbe va se dissoudre dans l'eau de façon chimique, physique et chimique, en bicarbonate et des ions H+. Et c'est cette dissociation qui entraîne avec les ions H+, un changement de pH, puisque l'eau de mer est assez basique, puisqu'elle est à 8,2. Le pH neutre est à 7, mais on observe une baisse de cet océan, dans certaines zones en particulier, qui est inexorable sur la baisse du pH avec le changement climatique. Ce qui est sûr, en plus, si vous voulez, ce qui est intéressant avec cette affaire-là, c'est que plus ça va aller, plus l'océan va absorber du CO2, plus ça va être acide, mais il va y avoir un moment où moins il pourra absorber du CO2, pour des raisons d'équilibre physique. Et ça, c'est problématique, ça, aussi. Oui, parce que du coup, ça voudrait dire qu'il y aura encore plus de CO2 qui sera dans l'atmosphère. Exactement, tout à fait, oui, oui. Et du coup, de ce que j'ai cru comprendre parmi les séminaires sur l'acidification auxquels j'ai assisté, c'est un problème qui n'a pas toujours été une priorité dans la recherche sur le réchauffement climatique. Depuis combien de temps est-ce qu'on considère l'acidification des océans comme un vrai problème? Bon, bah, ça fait 10 ans maintenant, Ouais. quand même. Ok. Si vous voulez, pour un bio, moi je suis une biologiste, j'ai trouvé que, enfin, maintenant on trouve qu'on en a fait assez avec l'acidification, parce que ça a été en effet, mais c'est comme toujours, une réticence absolue pour traiter la question. Une fois qu'elle a été traitée, elle a été bien identifiée et on a vraiment bien modélisé, on a fait des expériences, etc. Mais au détriment du reste, c'est-à-dire que l'oxygène, on s'en est aperçu, on a bien voulu le prendre en compte simplement il y a 4 ans, quoi. Dans quel sens l'oxygène? Parce que si vous avez la température de l'océan qui s'accroît, vous allez avoir le volume va s'accroître de l'océan, mais il va y avoir aussi un problème de dissolution d'oxygène dans l'eau. L'oxygène se dissout dans l'eau facilement quand il fait froid. Au large, par exemple, des zones polaires, les eaux sont extrêmement bien oxygénées. S'il fait très chaud, l'eau perd son oxygène. Et ça, c'est beaucoup plus, pour le vivant, c'est beaucoup plus grave que le pH. Voilà. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je vous ai parlé des zones mortes de tout à l'heure. C'est aussi des zones qui sont connues parce que la déoxygénation existe naturellement dans certaines zones où il y a des upwellings, des trucs comme ça. Mais ça fait une quinzaine d'années qu'on observe l'accroissement du nombre de ces zones et puis l'étendue de ces zones s'accroît également. Et on a pensé au départ que c'était lié au rejet agricole, donc que c'était surtout des phosphates, des nitrates, des trucs comme ça. Et puis maintenant on a une bonne corrélation pour montrer que non, c'est pas ça, parce que ça se passe entre deux eaux et c'est quand même lié à la température, donc au changement climatique. Et ça, c'est beaucoup plus grave parce que là, ça tue vos animaux en deux minutes. Ceux qui passent, ils crèvent. Voilà. Et puis je pense qu'il va y avoir, moi, dans l'avenir, un autre phénomène qui va surgir, qu'on n'a pas traité encore, qui va être la baisse de salinité de l'océan. Si toutes les glaces fondent, il va y avoir de l'eau douce, un pourcentage d'eau douce assez important qui va s'effectuer. Et ça sera beaucoup plus présent près des côtes, des choses comme ça, mais ça sera aussi un problème. Et puis parce que, du point de vue thermodynamique,
l'accroissement de chaleur de l'océan va aussi entraîner des déséquilibres dans l'équilibre sel et eau douce. Pour revenir à cet océan acide, quelles sont les causes de l'acidification des océans parmi les activités humaines? Moi, je dirais que c'est quand même d'abord le changement climatique. C'est vraiment donc les émissions de l'atmosphère avec cette absorption de CO2 qui par le vent, entraîne le couple océan-atmosphère et la rentrée des gaz de CO2 dans l'océan et qui se dissocie en H+. Je pense que c'est plus important que le déversement de produits par les rivières ou par les choses agricoles, à mon avis. Quand on regarde par rapport au scénario du GIEC, quel rôle l'acidification des océans jouera dans les futurs scénarios qu'ils ont modélisés? Je pense que c'est sans doute une des choses qu'on sait le mieux modéliser aujourd'hui, ça, pour un bio. Donc, on aura une vraie précision certainement parce que ce qui est vrai en un endroit n'est pas en un autre, hein, donc on moyenne tout ça, c'est des probabilités d'existence. Mais je pense qu'on sera capable de définir vraiment sans doute ce paramètre-là le mieux de tous les autres paramètres dont je vous ai parlé. Par exemple, tout ce qui est chaleur, on ne sait pas le modéliser encore. On n'arrive pas à comprendre où va cette énergie. Plus de 90%, vous vous rendez compte, de la chaleur va dans l'océan, mais on ne sait pas comment elle se distribue. Donc, alors que je pense que pour le pH, on va avoir cette possibilité parce que le pH peut être mesuré facilement dans l'océan grâce aux bouées qui se baladent avec les systèmes d'observation internationaux. Du coup, si vous voulez bien qu'on s'attarde un peu sur les scénarios du GIEC, est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce qu'ils représentent et quelle est leur importance, notamment, je pense, dans les rapports faits pour les décisionnaires? Qu'est-ce qu'on est censé en tirer, en fait, de ces scénarios-là? Chaque scénario, il y en a 4. Il y a 4 modes de scénarisation qui sont fonction des paramètres pris en compte et qui balayent comme ça du plus certain au plus incertain, disons, mais par rapport à des paramètres particuliers. Ça peut varier de 100%, les valeurs avec les 4 scénarios. Mais moi, ce que je pense, c'est que on ajuste dans les 4 scénarios un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément vérifiées dans la réalité. Donc, on attribue pour que ça puisse fitter avec la réalité des valeurs de la modélisation qui sont plus formelles que réelles. Un des problèmes qu'on va avoir, c'est l'échelle à laquelle on le fait se fait à une très large échelle d'un océan, par exemple, qui n'est pas du tout congruent avec l'échelle d'un écosystème. Et pour un écosystème ou pour une espèce, disons, la variation, que ce soit de pH, de CO2 ou d'O2, la même variation va être significativement importante pour l'espèce, alors qu'elle va être peanuts pour le modèle global du GIEC. Et je pense que là, on est en train c'est certainement là qu'il va falloir le plus avancer, c'est-à-dire essayer de réduire la taille de leur modèle à des échelles plus régionales, ce qu'ils ont commencé à faire, mais qu'ils n'ont pas encore réussi complètement à faire. Une dernière question qui relève plus d'une question personnelle que j'ai eue en recherchant pour cette interview, en fait. Pourquoi est-ce que la responsabilité de l'activité humaine dans le réchauffement climatique a été présentée comme très hypothétique jusqu'à cette année dans les rapports du GIEC, en fait? C'est une très bonne question. Parce que quand le rapport cette année est sorti, que du coup j'ai entendu que le GIEC annonçait qu'il était absolument sûr, sans consensus, que c'était à cause des activités humaines qu'est le réchauffement climatique. Bon, au final, ça m'a surprise en fait, parce que je croyais vraiment que c'était déjà convenu, qu'on était tous d'accord que c'était le cas. Et savoir que le GIEC plaçait encore le sûr à 95% en 2014, ça m'a un peu surprise. Ben oui, mais parce que ça fait partie des codes
scientifique, la physique des probabilités fait que vous ne pouvez pas dire quelque chose pour une communauté scientifique si vous n'êtes pas d'accord avec l'espace de confidence qu'on appelle à plus de 95%. Et jusqu'à présent, en fait, ils n'avaient pas les données pour en affairer cette précision de modélisation. Il a fallu presque maintenant 20 ans pour y arriver. Donc voilà pourquoi ils disent ça. C'est-à-dire que, en fait, entre la conviction qu'ils avaient d'emblée, ceux qui ont commencé dans les années 70, mettons, pour les sciences du climat, c'était une conviction, mais ils n'avaient pas la démonstration de la validité de ce qu'ils annonçaient. Alors qu'aujourd'hui, ils peuvent démontrer, on peut démontrer, que les concentrations qu'il y a dans l'atmosphère, les changements qu'on voit un peu partout, on peut démontrer vraiment que c'est dû à l'activité humaine et aux émissions à partir des énergies fossiles. Et c'est là où je pense que la démarche scientifique peut s'introduire maintenant comme informant une position politique, alors qu'au départ, c'était pas le cas. Faire en sorte que les scientifiques puissent avoir de la réserve sur le blâme qu'ils mettent un peu sur les politiques. Oui. Mais là, il ne peut pas y avoir de contradiction solide, quoi. On peut dire que le GIEC est venu à bout quand même des climato-sceptiques. Hein. Ouais. Ça y est, ça y est, c'est ça bon. Y est. La bataille finale a été remportée. Oui. Mais vous savez, il y a 10 ans, c'était pas du tout écrit que ça allait se passer comme ça. Hein. Ils ont failli capoter. Hein. Le plus était des... Enfin bon, non, c'est bien. Moi, je suis contente. Ah bah, j'imagine. Et bah, merci beaucoup. Je suis venue à bout de toutes les questions.